7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour, votre confrère, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de Via la Voix du Peuple. Alors, cette motion de censure a été votée hier. 331 députés ont voté pour le renversement du gouvernement Barnier. J'aimerais d'abord avoir votre analyse de la situation générale, puis on parlera des conséquences, bien sûr, de cette motion de censure juste après. L'analyse générale, c'est que nous payons toutes les factures à la fois. 50 ans de déficit public, une grosse quarantaine d'années d'inaction des pouvoirs politiques, en tout cas du sentiment qu'ont les Français du fait que les responsables politiques ne sont pas capables de traiter quoi que ce soit, un affaiblissement de 7 ans de Macronie qui a à peu près tout détruit, et une incapacité d'un certain nombre de formations politiques à passer des accords intelligents. Et nous arrivons à payer tout ça dans l'épisode d'hier, avec le Rassemblement national qui a fait ce qu'il avait dit, qui a tenu sa ligne politique, LFI aussi. Et puis, je comprends mal l'étonnement de ce qu'on appelle le socle commun, qui n'était ni un socle ni commun du reste, et qui s'étonne de voir qu'il y a encore des gens qui peuvent défendre des idées, des gens qui ne croient pas dans les fables néolibérales et macronistes, et donc ils leur disent écoutez, rentrez chez vous parce que ça suffit. Voilà. Moi, j'ai soutenu cette dissolution. Je pense que très prosaïquement, d'ailleurs, je l'avais déjà dit sur votre antenne, je crois, dès le mois de juillet, ou dès la nomination de M. Barnier, je ne sais plus, tout ce qui rapproche Emmanuel Macron de la porte de sortie est bon à prendre. Donc, allons-y. En tout cas, l'objectif commun de la France Insoumise et du Rassemblement National est effectivement d'atteindre Emmanuel Macron indirectement via effectivement cette motion de censure, et donc ce gouvernement qui tombe, et la démission d'ailleurs de Michel Barnier sera remise aujourd'hui au président de la République à 10h. Maintenant, il faut parler des conséquences, bien sûr, et là, il y a deux façons deux façons de penser. En tout cas, la France Insoumise veut la démission d'Emmanuel Macron. Le RN ne réclame pas la démission d'Emmanuel Macron, Jean-Frédéric Poisson. Je crois que c'est 2 Français sur 3 qui souhaitent que Macron s'en aille, donc quelle que soit la forme, tout nous ira. Je ne sais plus quel égérie du macronisme disait sur un plateau de télé il y a quelques jours, il n'y a pas la seule vie d'un Français qui s'améliorera si Emmanuel Macron s'en va. Il y a au moins un mois. Donc nous sommes nombreux à souhaiter le départ du président de la République. Que le RN ne la demande pas formellement, ça change pas grand-chose. Il y a, je crois, derrière cette différence d'attitude, le fait que LFI se contrefiche de savoir s'il a une réputation de comment dit-on ça, je ne vais pas dire ce que je pense parce que sur l'antenne ce ne serait pas poli, mais d'organisateur de désordre, si vous voulez ce que je veux dire. Le Rassemblement national considère que demander la démission du chef de l'État, ça ne se fait pas. Moi, je considère que ça se fait. D'ailleurs, je vais vous dire, on ne devrait même pas avoir à lui demander. Même pas avoir à lui demander. S'il avait un brin de conscience et un brin d'honneur, cet homme partirait. Et il prendrait la parole ce soir pour expliquer qu'il s'en va. Il ne le fera pas tout de suite en tout cas, il ne le fera que contraint et forcé. Mais contraint et forcé par quoi ou par qui? Par la pression de l'opinion, par la rue, par l'incapacité de trouver un Premier ministre qui puisse gouverner, parce que il est vrai qu'il n'y a pas de limite constitutionnelle au nombre de Premiers ministres censurés dans n'importe quelle période de temps. La Constitution ne dit pas ça. Mais enfin, vous comprenez bien qu'on censure un Premier ministre, vous voyez déjà les mois que ça provoque. Imaginez qu'on en censure 2 ou 3. Ouais. Au bout du 3e, ça va quand même finir par se voir que on a du mal à gouverner. Donc ça veut dire que ça décale le problème d'un étage, si j'ose dire. Et justement, est-ce que là, il y a eu une motion de censure? Effectivement, vous l'avez dit, il peut très bien y en avoir plusieurs dans la foulée. Est-ce que ça peut relancer le processus de destitution d'Emmanuel Macron? Non, je ne pense pas, pour une raison simple, c'est que la destitution, elle repose sur la capacité de rassembler une majorité importante au Congrès, c'est-à-dire dans l'union, la conjonction de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je pense que compte tenu de la composition actuelle du Sénat, cette majorité ne peut pas être atteinte. Donc je pense que le procédure de destitution n'ira pas. D'ailleurs, c'est à peu près fait pour que ça ne fonctionne pas, ce procédure de destitution. Ne nous mentons pas, c'est comme le référendum initiative citoyenne, c'est écrit de manière que ça ne se fasse jamais. Oui. C'est pour rassurer le bon peuple, mais enfin, si j'ose dire. Mais non. Et d'autant plus que le Rassemblement national n'a pas voulu participer à l'opération précédente. Je vois mal pourquoi il participerait à celle-ci.
Donc non, je pense que la destitution n'ira pas au bout. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le Rassemblement national, on y arrive, a en quelque sorte fait le boulot à moitié, d'une certaine façon? Pourquoi à moitié? À moitié parce que justement, en fait, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, il y a ce vote de motion de censure, bien sûr, mais derrière, rien de concret en tout cas. Rien de concret, Aucune c'est-à-dire que volonté concrète. les choses, si, ils ont quand même dit qu'ils souhaitaient voir appliquer un certain nombre de mesures. Oui. Et dans la situation où ils sont, enfin, je vous rappelle qu'ils sont que un quart de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national et l'UDR d'Éric Ciotti. Donc, à un quart de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas faire des miracles. Donc, vous non, bien sûr. L'opposition, pas plus. Donc, ils manifestent la volonté. Je pense qu'ils ont joué plus qu'ils pouvaient jouer. Le débat des historiens trancheront sur le point de savoir s'il fallait prendre ses gains comme au poker ou faire tapis et continuer de jouer. Je n'en sais rien. En tout cas, il y a une volonté qui est manifestée. Ils sont allés. Ils peuvent pas aller plus loin. Le reste du jeu ne leur appartient pas. Ce qui leur appartient maintenant, c'est très clair. En tout cas, c'est leur capacité à trouver des alliances et à changer de logiciel en termes d'alliances politiques et comment dire, à essayer d'imaginer qu'ils peuvent gagner tout seuls. Ça, je crois qu'ils n'ont pas encore complètement fait la mue intellectuelle qu'ils doivent faire. Et l'épisode d'hier montre bien, ils ont recueilli l'intégralité restant de la colère de Dieu sur la tête à cause de cette censure. Ça montre bien que de toute façon, s'ils n'arrivent pas à élargir leur socle d'alliance, ils n'y arriveront pas. Cette motion de censure, elle intervient à cause, en tout cas, l'élément déclencheur, ça a été le budget 2025. Est-ce que c'était c'est vraiment la cause ou c'était simplement un outil, en tout cas, pour déclencher cette motion de censure, un prétexte, voilà? Non, il n'y a pas besoin de prétexte, Maud Koffler. Vous pouvez déposer une motion de censure quand vous voulez, qu'il soit le budget ou pas, n'importe quel autre texte. Enfin, c'est un pouvoir qui est discrétionnaire de la part des groupes parlementaires. Donc, ça n'est pas une occasion particulière. Donc, je pense que moi, je fais partie de ceux qui croient qu'effectivement, ce budget était une catastrophe, que l'occasion était belle pour la coalition gouvernementale de réduire les dépenses de l'État, de diminuer le volume des dépenses publiques, de diminuer ou de faire s'inscrire dans une tendance baissière les prélèvements obligatoires. Or, il n'y avait rien de tout ça dans ce budget. Je suis désolé de le dire. Donc, la pente sur laquelle la France est engagée depuis des décennies maintenant, continuait de s'accentuer avec ce budget 2025. Et quand j'entends les macronistes expliquer que le budget 2024, ça va être une horreur, ils oublient que ce sont eux qui l'ont voté, les macronistes. Il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal, là encore, dans cette affaire. Jean-Frédéric Poisson, hier, Michel Barnier, dans son discours, a dit « Cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile ». Est-ce qu'il a raison de prononcer cette phrase au-delà de lui-même? Cette crise institutionnelle et politique qu'on connaît, est-ce qu'elle peut s'aggraver? D'abord, j'ai trouvé que le discours de Michel Barnier était d'une grande dignité hier. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu des discours d'une telle teneur de la part d'un membre du gouvernement, il faut le signaler. Oui. C'est pas contre l'homme qui a plutôt fait comme il fallait. Alors, j'ai pas d'affinité particulière avec M. Barnier, qui est un des grands dissolveurs de la France dans l'acide sulfurique de l'Union européenne depuis des années, passons. Enfin, en tout cas, il ressemblait à quelque chose, si vous me permettez cette expression. Plus grave, certainement. Mais chaque jour qui passe depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir met la France dans une situation plus grave que la veille. Donc, c'est pas une nouvelle. Plus difficile, peut-être, mais là encore, quand on fait la somme, non pas de toutes les peurs, pour citer un film célèbre, mais de tout ce qui ne marche pas dans notre pays, et vous en faites l'inventaire, un bout d'inventaire à peu près tous les matins, qu'est-ce qui peut être plus difficile? Macron va devoir nommer un Premier ministre dans les heures qui viennent, parce que là, pour le coup, il ne va pas pouvoir nous faire lambiner pendant 50 jours. Une loi spéciale va être votée. Elle aura la trombine du budget 2025 parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Puis ça recommencera jusqu'à ce qu'il s'en aille. Parce que je pense que ce qui est plus difficile chaque jour, c'est que Emmanuel Macron ne quitte pas l'Élysée alors qu'il le devrait. C'est ce que dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dans son tweet hier soir. La censure inéluctable a eu lieu, même avec un Barnier tous les 3 mois. Macron ne tiendra pas 3 ans. Vous pensez qu'Emmanuel Macron va... on en parlait en début d'entretien, il sera peut-être contraint au bout d'un moment. Ça peut arriver réellement? Bien sûr. Mais évidemment que ça peut arriver. Quand vous avez épuisé, à tous les sens du terme d'ailleurs, tous les premiers ministres possibles pour aller piloter un gouvernement, que vous nommez à répétition des gens qui, avec la même répétition, sont censurés par l'Assemblée nationale.
Il y a un moment, il faut en tirer les conséquences. Si vous ne pouvez plus gouverner, vous n'avez plus le moyen de nommer le gouvernement. Le peuple n'est plus avec vous. Vous n'avez plus parti politique, le même que vous avez créé, qui vous a quitté. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'il termine tout seul à l'Élysée, comme ça, dans un palais doré, en attendant que les choses se passent. C'est impossible. Donc il y sera, oui, bien sûr, il sera contraint. Et pour le coup, là, si jamais l'opinion publique s'en mêle, voyant que rien ne bouge, à ce moment-là, peut-être que la procédure de destitution pourrait être soutenue, même par des gens qui aujourd'hui, je pense au groupe des Républicains du Sénat qui ne veut pas en entendre parler, même par des gens qui aujourd'hui rejettent complètement cette solution. En tout cas, il ne sera pas totalement seul, Emmanuel Macron, puisque Ségolène Royal s'est empressée de lui envoyer un SMS hier soir en lui disant qu'elle était disponible pour le poste de Premier ministre. Frédéric Poisson. Bien sûr, c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, il y a toutes les chances qu'elle dure plus longtemps que M. Barnier, Ségolène Royal. C'est vrai, c'est bien ce que je vous dis. Ils n'ont pas compris en réalité ce qui est en train de se passer. Je pense que dans cette affaire, je suis surpris de deux choses. La première, c'est que la rhétorique du chaos est quelque chose qui est quand même très très fréquemment utilisé. Et pour moi qui ai connu, j'ai eu cette possibilité, je vais dire cette chance entre guillemets de voyager dans des pays qui étaient en état de chaos. Je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, je pense à certains pays. C'est pas ça le chaos. Hein. Franchement, on n'en est pas tout à fait là. Bon. Premier élément. Deuxième élément. Ça, je pense, c'est un propos de plateau. Ce que ces journalistes, beaucoup d'entre eux, de vos confrères, n'imaginent pas, les responsables politiques non plus, ce qui me surprend, c'est le degré d'exaspération des Français. On ne peut pas imaginer à quel point ils ont marre de ça. Leur première demande aujourd'hui, c'est pas de savoir si le RN est respectable ou non, si LFI bordélise l'Assemblée ou pas. Ils n'aiment pas ça, c'est certain. Ils n'en peuvent plus. Ils veulent que ça change. Et d'une certaine manière, alors pas n'importe quoi pour n'importe quoi et pour faire n'importe quoi, sans doute que non, mais toute cette rhétorique qui dit « Ah là là, le chaos, ah là là, regardez comment on a été bien, ah là là, c'est la faute d'un tel », truc de cour de récréation, je pense qu'ils s'en moquent, mais profondément, et peu de gens ont pris la mesure de ça. Oui, mais Jean-Frédéric Poisson, les Français en ont marre, ils veulent que ça change, d'accord, mais ils ont réélu Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça va changer, tout ça, finalement, lorsqu'il y aura une nouvelle élection présidentielle ? Je ne voudrais pas avoir à dire du mal de mes compatriotes à votre micro. Non, bien sûr. Non. Il y a quelque chose. Non, parce que là, pour le coup, je peux être très sévère. Et vous avez parfaitement raison. D'une certaine manière, il ne faudrait pas qu'ils se plaignent. C'est ce qui était un petit peu le sous-texte de votre question. Oui. Et je ne suis pas loin d'être d'accord avec vous. Finalement, vous avez les politiques que vous méritez, mesdames et messieurs, parce que c'est vous qui les élisiez, figurez-vous. Donc, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Même si je pense que dans l'électorat de Dialogue Courtoisie qui nous écoute ce matin, il n'y a probablement pas énormément. Ce ne sont sans doute pas les responsables. Voilà, ils ne sont pas les premiers responsables de la situation, nous sommes d'accord. Ouais. Je pense qu'il y a c'est ce que Bernanos s'appelait la grande peur des bien-pensants, vous savez. C'est un bel ouvrage auquel je me permets de renvoyer notre auditorat. Ou la trahison des clercs, d'ailleurs, d'un ouvrage d'un gauchiste professionnel, Julien Badas, celui-ci, mais enfin, des très belles références. Le jour où les gens qui ont peur pour leur portefeuille auront compris que celui qui les a le plus esquinté leur portefeuille, c'est celui qu'ils ont élu 2 fois à la présidence de la République, et ils changeront de pied. Et lorsque la classe dominante ou la classe qui dirige, en tout cas, ou celle qui veut être protégée, commence à avoir peur, elle change de pied. Ce sont les bourgeoisies qui font la révolution. Il n'y a pas de contre-exemple dans l'histoire. Et c'est la bourgeoisie, au sens sociologique du terme, j'entends, qui fabrique les régimes les plus autoritaires parce que quand elle a peur, elle a les moyens de se protéger, y compris par la force, contre tout le reste. Donc, le jour où elle changera de pied, ça ne va pas tarder. Les choses changeront. Est-ce qu'on y est tout de suite ? Peut-être pas, mais ça vient petit à petit. Michel Barnier, hier, a conclu son discours en rappelant la fragilité de la République. Je vous pose la même question qu'à Guilain Benessa ce matin. Est-ce que aujourd'hui la République, c'est subjectif, disons la 5e République, les institutions, est-ce qu'elles se réveillent ce matin avec la gueule de bois ? Est-ce qu'on arrive au terme peut-être même d'un système, comme a pu le dire Yvan Rioufol notamment à notre micro ? Est-ce que, comme le souhaite la France Insoumise, on arrive même presque à la création d'une 6e ? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Frédéric Poisson ? C'est paradoxal de se demander si un régime qui démontre qu'il fonctionne est en fin de course. Parce que je vous ferai remarquer, tout ce que nous évoquons là n'est rien d'autre que la lettre même de la Constitution. Oui. Donc elle fonctionne. Bon, elle est faite pour ça. D'une certaine manière, les constitutions, comme dit l'autre, par beau temps, ma petite sœur navigue, la Constitution, c'est pas fait simplement pour les jours de beau temps, c'est aussi fait pour les jours de tempête. Donc elle fonctionne. Moi, je ne crois pas du tout que l'heure soit à une 6e République. Je pense, même si je sais que c'est difficile,
que nous avons, par des mesures, des réformes et des révisions successives, dénaturé la cinquième, par le quinquennat, par les traités européens, par la charte de l'environnement. Je ne parle même pas de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui est une autre forme de dénaturation, même si ça n'a pas d'impact sur la vie institutionnelle. Je crois vraiment que non, la suppression de la cinquième démontre qu'elle fonctionne. Elle démontre surtout que quand vous n'êtes pas assez grand pour remplir le pyjama, ça ne peut pas fonctionner. Ça réclame des hommes de qualité, la Cinquième République. C'est pas des demi-portions, comme des half-cakes, comme disent les Américains. Donc non, la cinquième va bien, il faudrait qu'elle soit toilettée, révisée, et un peu remaquillée, mais ça va. L'une des choses peut-être qui manque à la France aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi l'incarnation? On en parle à chaque élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, imaginons demain il y a une élection présidentielle anticipée, est-ce qu'on aura presque j'allais dire le sauveur, hein, pour utiliser les grands mots, mais est-ce que demain on a le candidat idéal pour prendre la place d'Emmanuel Macron? À droite, évidemment, j'entends. Je ne sais pas. Ce que j'observe, c'est que en tout cas, le candidat idéal sera celui qui est capable de comprendre qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est constituer le plus vite possible un socle programmatique commun, fondé sur 5 ou 6 idées, pas plus, et qui s'engage à le mettre en œuvre, et qui, premièrement, et deuxièmement, qui recherche à partir de ce socle commun un système d'alliance politique inédit. Voilà, c'est ça, la personne qui sera capable et apte d'incarner ce projet-là. On ne cherche pas de sauveur, on cherche quelqu'un qui a du sens politique et qui comprend les urgences du pays, qu'elles soient politiques au sens de la popole, comme on dit, de la politique politicienne, donc du jeu d'alliance, ou bien politique avec un P majuscule, c'est-à-dire l'intérêt du pays. Marie Falicon. Oui, bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Christine Boutin vient de publier un livre sur l'importance du bien commun justement pour nos dirigeants. Est-ce que vous pensez que dans la crise politique actuelle, c'est toujours possible d'avoir des hommes politiques, des dirigeants justement qui visent le bien commun? Enfin, on sait que ça devrait être un cap, mais est-ce que c'est encore possible? Oui, bien sûr. Il faut simplement les soutenir. Il y en a beaucoup. Mais comme ils n'ont pas, comme nos concitoyens sont feignants sous ce rapport, il y a une certaine forme de confort électoral, de facilité électorale qui fait que on choisit pour celui qu'on a vu on choisit celui qu'on a vu à la télévision quand on vote. On choisit celui dont on connaît l'étiquette parce qu'il porte une étiquette. On a du mal à donner leur chance à des gens qui sont parfaitement intentionnés, dont la vie personnelle démontre une certaine forme d'exemplarité ou en tout cas une capacité à préférer son bien public à son bien personnel, ce que Aristote appelait la vertu de justice générale. C'est un beau mot. Oui, il y a des gens qui sont capables de ça, Dieu merci. Beaucoup d'élus locaux, beaucoup de chefs d'entreprise, patrons d'associations, il y a pas de gens qui ont cette capacité-là. Il faut simplement leur donner la capacité d'émerger. Mais justement, c'est ça qui devrait animer un responsable politique pilote d'une alliance, qui soit capable d'arriver aux affaires dans le cadre d'une prochaine élection présidentielle. Si on reste dans un jeu très habituel, de partis politiques, j'allais dire de tambouille, ça fait partie du jeu. C'est une bagarre d'organisation. Dans une bagarre d'organisation, les organisations font valoir leurs intérêts. C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Mais il faut ouvrir ça. Le Rassemblement national, dans cette affaire, a une très grande responsabilité dans cette capacité d'ouverture parce que c'est lui qui a les clés, tout simplement. Donc il va falloir qu'il montre une capacité nouvelle par rapport à ce dont il a fait preuve jusqu'ici. Et typiquement, aujourd'hui, on parle un peu de modifier le scrutin, de le changer, par exemple, avec la proportionnelle. Typiquement, la proportionnelle, ça empêcherait des petits candidats qui, eux, pourraient viser le bien commun localement, avec cet ancrage local et une vision que vous partagez, vous, justement, avec Via la Voix du Peuple. Ce serait peut-être dangereux, effectivement, d'instaurer aujourd'hui une proportionnelle pour voir émerger ces petits candidats. Alors, on peut faire la lecture inverse, Marie Falicon. On peut se dire que, justement, la proportionnelle, c'est aussi la seule manière pour des formations politiques plus modestes d'accéder aux responsabilités, parce que dans le cadre du scrutin tel qu'il est organisé aujourd'hui, c'est impossible, ou quasiment impossible, en dehors de logiques d'alliance, mais qui sont certes intéressantes, certes nécessaires, mais qui sont difficiles à imaginer. Moi, ce que je crois surtout, c'est que il y a quelque chose. Nous avons aujourd'hui une proportionnelle. Le Parlement est à l'image d'une élection proportionnelle en réalité. Et moi, je serais partisan plutôt que des scrutins de liste
proportionnel. J'ai pas d'objection de principe, c'est pas une religion pour moi, le mode de scrutin. Je préférerais un système à l'anglaise, c'est-à-dire des élections uninominales à un tour. Ouais. Et celui qui arrive en tête gagne, ce qui évite les alliances contre nature d'entre-deux tours, toutes les combinazioni, comme diraient nos amis italiens, qui dénaturent en fait et qui déforment le jeu politique et le jeu institutionnel. C'est ce qu'on a sous les yeux en ce moment. Législative à un tour, par circonscription, uninominale me paraît très bien. Maintenant, s'il faut jouer entre guillemets avec une proportionnelle intégrale, pourquoi pas. Ce qui est certain, c'est que ça maintiendrait, j'en sais rien, ça maintiendrait en tout cas le camp patrioto-nationalisto-souverainiste, enfin national-souverainiste, dans une posture d'opposition, même avec 42, 43, 44 ou 45% des sièges, puisque par définition, vous ne récupérez que la proportion des sièges que vous faites avec la proportion. C'est fait pour ça. Avec 45% des voix sur un premier tour d'élection à deux tours, vous emportez la mise à peu près à tous les coups, même quelles que soient les alliances de second tour. Donc voilà, je suis pas contre, je suis pas fan, mais s'il faut faire avec, on fera avec. D'accord. Liselotte. Oui, bonjour Jean-Frédéric Poisson. Je vais rebondir sur cette notion de bien commun dont parlait Marie Falicon. Il y a certains Français qui sont particulièrement las de la politique, qui aimeraient aussi se dire que en réduisant les avantages de certains élus, ça permettrait d'avoir des élus qui se préoccupent plus de ce fameux bien commun, qui s'engagent plus par vocation et par dévouement que par intérêt financier, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ça? À contrario, on a des élus comme Philippe Vardon qui défendent justement ces avantages en les mettant dans la balance avec tout ce que ça peut représenter aussi comme sacrifice de se faire élire aujourd'hui en France. Je suis plutôt de cet avis. Je veux dire que on imagine assez peu le bouleversement que ça fait, enfin l'interruption dans une carrière ou dans une vie professionnelle qui est due au fait de l'engagement politique. Alors je parle de celui qui vous prend à plein temps, c'est-à-dire que ce que je dis là vaut un peu moins, encore qu'on peut passer aussi sa vie entière à être maire d'une commune ou adjoint d'une commune. Mais je veux dire, quand vous êtes au Parlement, quand vous avez un mandat parlementaire, vous êtes prié quand même d'y consacrer suffisamment de temps. C'est ça la première obligation. Si on pense être capable d'attirer dans une responsabilité aussi difficile, aussi exigeante, et ça s'arrange pas parce que le niveau d'exigence des concitoyens à l'égard de leurs représentants ne va pas en diminuant, avec ce que ça suppose de sacrifices sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, y compris sur les revenus pour un certain nombre d'entre nous. En diminuant les indemnités des élus, on se met le doigt dans l'œil. Et je pense que dans la perte de qualité spectaculaire qu'on connaît à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a aussi le fait qu'il y a depuis 2017 interdiction d'exercer un mandat local en même temps qu'un mandat national et que l'interdiction du cumul des mandats a appauvri considérablement la classe politique, le niveau moyen de la classe politique française, parce que tout simplement, elle a privé un certain nombre de parlementaires d'un certain nombre de revenus. C'est aussi bête que ça. Donc, dans le revenu, ça fait partie de l'incitation. Premièrement. Deuxièmement, penser qu'on va assainir les finances publiques en réduisant les indemnités des élus, c'est une farce. Je ne sais pas s'il ne faut pas le faire. Après tout, s'il faut faire des efforts pour que tout le monde en fasse, pourquoi pas. Mais enfin, c'est une goutte d'eau dans le déficit public. Troisièmement, ayant en tête que le maire d'un village, ça gagne environ 800 € par mois pour y passer la moitié de son temps, que quand vous êtes maire d'une ville moyenne comme Rambouillet, 25 000 habitants, 600 agents, une petite centaine de millions d'euros de budget annuel, donc c'est une très grosse PME. La ville de Rambouillet, vous gagnez quelque chose comme 2500, 2600 € par mois d'indemnité en y passant la totalité de votre temps. Donc il n'y a pas de scandale. Le scandale, ce sont les gens qui en profitent, ce sont les gens qui ne font pas leur métier, ce sont les gens qu'on paye une indemnité de députés qui sont même pas capables d'aller soutenir leur gouvernement pendant le vote du budget. On a vu ce qu'ont donné les élus, les républicains, les élus macronistes pendant la période qui vient de s'écouler. C'est ça le scandale. C'est pas les gens qui se dévouent tous les jours pour. Donc ne les payez pas moins parce que sinon vous verrez plus personne. Et d'ailleurs, c'est un peu en train de se passer aujourd'hui. Jean-Frédéric Poisson, Mathilde Panot vient de déclarer sur LCI que la France Insoumise censurera automatiquement le gouvernement si Emmanuel Macron ne nomme pas un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Petite réaction ?
On est au batrape. Voilà, poule, coup de feu, boum, ça tombe, et on recommence. Ouais. Ça ne s'arrêtera pas. Emmanuel Macron est dans une impasse. Il est dans une nasse, et avec le nom que je porte, je suis bien placé pour savoir qu'on n'en sort pas d'une nasse. Donc voilà, il devrait en tirer les conséquences immédiatement. Et Xavier Bertrand, une autre réaction ce matin sur BFM TV et RMC, qui déclare « Celles et ceux qui veulent le départ du chef de l'État se rendent complices d'un coup d'État rampant ». Le poids des mots, le choc des images. Jean-Frédéric Poisson. Oui, c'est ça. C'est que, comment dit le célèbre proverbe de Alexandre Vialat, aurait dit que c'est un proverbe bantou. Je suis pas sûr que ce soit bantou, mais si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Jean-Frédéric Poisson, une autre actualité, et on va terminer avec cette note positive, quand même, il nous reste 5 minutes, c'est la réouverture de Notre-Dame de Paris. Alors évidemment, selon le prisme par lequel on prend le sujet, soit on tape encore une fois sur Emmanuel Macron, si j'ose dire, soit on parle vraiment de la réouverture à la fois de ce monument et de cette cathédrale. J'aimerais d'abord avoir simplement votre sentiment sur la réouverture de Notre-Dame d'abord. Une très grande joie, et la preuve sous nos yeux que la Sainte Vierge n'abandonne pas la France. Ça, c'est ma conviction personnelle de croyant. Et que le fait que la France était capable de bien traiter la plus belle manifestation de la présence de la Vierge Marie dans l'histoire de France est une bonne nouvelle, je suis de votre avis. Et puis le deuxième sujet forcément lié à cette réouverture, c'est Emmanuel Macron qui, je pense, imagine déjà après son deuxième mandat être renommé Emmanuel Macron bâtisseur de Notre-Dame de Paris. En tout cas, c'est un peu le discours qu'il a tenu d'une certaine manière, qu'il tient depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il se félicite de cette reconstruction. Alors oui, bien sûr, le président de la République a aidé à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais sur cette espèce de et c'est vrai qu'il parle du chantier du siècle, c'est vrai qu'il y a consacré du temps, mais d'une certaine manière, les Français et peut-être même les fidèles se sont un peu fait voler cette réouverture de Notre-Dame, non ? Oui, alors c'est, je pense, une des raisons qui explique aussi le fait que le pape François ait décidé de ne pas venir, pour ne pas être, au spectacle. Il n'a pas besoin d'un spectacle de marionnettes, il a autre chose à faire le jour d'Immaculée Conception. Premier élément. Deuxième élément, on se les fait voler. C'est la loi de 1905, cher Marie Falicon, qui nous l'a volé, Notre-Dame de Paris. C'est pas Emmanuel Macron. On n'avait pas demandé à ce qu'on nous la prenne. Non, il faut reconnaître quand même qu'on est bien content que l'État prenne à sa charge aussi ce genre de rénovation, parce que je fais confiance aux fidèles catholiques français, et d'ailleurs à ceux aussi qui ne sont pas catholiques. Pardon. Quand les Français décident de s'organiser, s'il faut qu'ils le fassent tout seuls, ils le font. Je n'ai pas d'inquiétude. Mais enfin, force est de reconnaître que c'est une des rares fois où Emmanuel Macron a bien compris ce qu'il fallait faire, a respecté les traditions, l'histoire et le patrimoine de notre pays, et il l'a fait en employant des méthodes qu'il aurait dû employer tout le long, c'est-à-dire qu'il a contourné, en réalité, les blocages administratifs, il a contourné le poids de la haute technostructure, des hauts fonctionnaires, des gens qui décident de tout sans être responsables de rien. Il les a dit, écoutez, vous vous occupez de rien, je m'en occupe, je fais une loi spéciale, je nomme des gens qui vont faire marcher à la schlag. Une pensée pour le général Georgelin qui est au ciel et qui regardera tout ça de là-haut, avec nos remerciements, notre gratitude pour lui aussi. Donc ça veut dire qu'il a fait, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que les Jeux Olympiques, c'est un peu moins vrai, mais un peu tout de même. Et Notre-Dame sont les deux seuls moments dans l'histoire du septennat, des mandats de Macron, dans lesquels il a agi comme il avait dit qu'il agirait pendant sa campagne de 2017. Et ça a fonctionné. Le paradoxe, c'est qu'il l'ait fait. Il ne l'est pas fait sur aucun autre sujet, ni à aucun autre moment. Donc c'est pour ça que ce septennat ces deux mandats sont un fiasco total, en ayant manifestement fait la preuve qu'il aurait pu faire autrement s'il avait simplement... alors, respecte-moi la méthode qu'il avait annoncée sur le projet politique, il reste un néolibéral, ce qui pour moi est le pire de tout. Mais malgré tout, il a démontré qu'il avait la capacité de faire. Malheureusement pour la France, il n'est pas allé au-delà de Notre-Dame et des Jeux Olympiques. J'imagine que vous suivrez justement avec une attention peut-être particulière, en tout cas sa prise de parole pour l'inauguration de la réouverture, et peut-être que le choix de ces mots, de quoi parlera-t-il ? Est-ce qu'il fera un éloge de la civilisation française, de notre patrimoine religieux ? J'imagine que ça comptera pour vous ? Non. D'accord.
C'est clair. Non, pour deux raisons. La première, c'est que Emmanuel Macron a dit tout ce qu'il pensait du catholicisme et de l'Église catholique au discours qu'il a prononcé devant le Collège des Bernardins au printemps 2018. À cette occasion, il a grosso modo dit à l'Église catholique, écoutez, faites de l'organisation sociale, faites de la charité, faites de l'enseignement, mais Jésus, faut oublier Jésus, parce que c'est pas sérieux. C'est ringard. Ouais. Abandonner, et en plus, alors n'ayez aucune prétention de vouloir dire aux gens comment il faut vivre, abandonner toute ambition prescriptive, dit-il verbatim dans son discours des Bernardins. Oui. Donc il a tout dit ce jour-là. C'est pas la peine qu'il vienne maintenant, nous raconter la messe, comme on dit au bistrot, ce serait pas tout à fait ça. Mais faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme dit Audiard. Voilà, on va pas se faire avoir deux fois. Donc oui, je prendrai peut-être le temps de lire, sans doute le lendemain d'ailleurs, ou le soir même, le discours d'Emmanuel Macron. Je le lirai le soir même parce que probablement que je serai sollicité pour en dire un mot sur les ondes le lendemain matin, donc je prendrai la peine de le lire. On doit conclure, Jean-Frédéric Poisson. Mais voilà, vous avez ma réponse. Merci en tout cas de cette longue conversation. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson d'avoir passé plus de temps que prévu avec nous ce matin sur Radio Courtoisie, et à très bientôt.